Nous sommes de retour pour le décryptage de l'actualité sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette émission, la paix des bras va sceller cette semaine entre l'ancien et le nouveau président béninois à Abidjan, Côte d'Ivoire. S'ouvre le parrainage des chefs d'État ivoiriens Alassane Ouattara et togolais Faure Essozimna Gnassingbé. Est-ce vraiment la fin de la tension entre les deux hommes d'État? Pourront-ils réellement respecter les engagements pris à Abidjan? Nous ferons le débat dans un instant avec nos invités. Puis au Soudan du Sud, le retour de Riek Machar à Djouba est reporté sine die pour des raisons logistiques selon l'un de ses porte-parole. Pourquoi le chef des rebelles sud-soudanais met-il du temps à revenir dans la capitale? Ces reports répétitifs mettent-ils en péril l'accord de paix d'août 2015? Le décryptage se fera également avec nos invités. Puis au Gabon, le président Ali Bongo face à un nouveau dilemme. Joyce Ondo, résident en France, a au nom de sa fille Amissa, a signé le président Ali Bongo en reconnaissance de paternité. Si pour le moment on parle officiellement d'affaires privées, il faut avouer que cette affaire qui éclate à 4 mois de la présidentielle dans le pays pourrait vraiment indisposer l'homme fort de Libreville. Plainte pour reconnaissance de paternité contre Ali Bongo en France. Un nouveau dilemme pour le président gabonais à 4 mois de la présidentielle. C'est une préoccupation qui sera également discutée dans cette émission avec nos invités. Madame, monsieur, avant de lancer le débat, je vous propose un point de l'actualité sur le continent africain. C'est à travers ce flash d'information. En République démocratique du Congo, la police a dispersé ce mercredi à Lubumbashi quelques 5000 opposants hostiles à un troisième mandat du président Joseph Kabila ou à un report de la présidentielle. Rassemblés aux abords du siège provincial de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, ils ont scandé tous en swahili « Kabila doit partir, venez nous tuer, nous sommes fatigués du régime ». Au Mali, un des 4 collaborateurs du comité international de la Croix-Rouge kidnappé depuis le week-end dernier dans la région du Kidal a été libéré. Selon les informations du CICR, ses collaborateurs sont détenus dans des conditions acceptables, ne sont pas torturés et n'ont pas subi de sévices corporels. Le déroulement des faits a été confirmé par la famille du travailleur libéré. Enfin, au Soudan du Sud, l'arrivée du chef de la rébellion, Riek Machar à Djouba, a été à nouveau retardée. Ce retard serait notamment lié à la difficulté d'obtenir une permission de vol pour le chef d'état-major de la rébellion. Du côté du gouvernement, le ministre de l'Information indique que Riek Machar aurait demandé à venir avec 200 soldats et de l'armement supplémentaire en violation des termes de l'accord de paix. Sur le plateau de votre émission Angle de vue de ce jour, je reçois 2 invités. D'abord, Georges Amelon est journaliste et analyste politique au Bénin. Georges Amelon, merci d'être présent sur ce plateau. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Sika. Merci Joël Arrovadi. J'ai également sur ce plateau Maître Alain Ouroula. Il est notre consultant maison puisqu'il est très fréquent sur ce plateau. Il est avocat inscrit au barreau de Cotonou. Maître Alain Ouroula, bonjour et merci pour votre disponibilité. Bonjour Joël, bonjour monsieur. Madame, monsieur, c'était là donc la présentation de nos 2 invités qui vont m'accompagner tout au long de cette émission qui durera 45 minutes. Avant de lancer le débat, cette virgule. Notre premier débat de ce jour porte sur le Bénin. La paix des bras va sceller cette semaine entre l'ancien et le tout nouveau président béninois. C'était à Abidjan cette semaine. Mais est-ce que les engagements pris par les 2 hommes seront respectés? La question est au cœur des discussions depuis quelques jours au Bénin. Et c'est justement cette question que je voudrais poser à mon premier invité, Georges Amelon. Georges Amelon, Patrice Talon et Boni Yahi ont dû se retrouver à Abidjan en présence du président Alassane Ouattara et du président Faure Essozimna Gnassingbé du Togo pour déclarer la fin des hostilités entre eux. Est-ce que vous pensez vraiment que cette rencontre est la dernière au sujet de la guéguerre entre ces 2 hommes d'État? La première chose, c'est qu'il est véritablement curieux que ce soit à Abidjan qu'on ait trouvé le besoin d'aller s'entendre. En réalité, les 2 hommes se sont rencontrés juste avant l'investiture. Le 6 avril, ils ont discuté. Le 6 avril, ils ont discuté, ils ont eu un tête-à-tête. On devrait s'attendre à ce qu'à ce moment-là déjà, il y ait eu un véritable pas de franchi et qu'on n'ait pas besoin forcément de témoins extérieurs pour s'entendre sur des questions qui concernent typiquement le Bénin ou spécifiquement le Bénin.
il se trouve tout simplement que, dans les faits, juste après l'investiture, on s'est rendu compte que l'ancien chef de l'État s'est mis à parcourir le pays et les propos tenus sont connus. À partir de ce moment-là, on se rend bien compte que la tension persiste. La tension persiste et c'est la raison qu'il faut chercher. On a bien l'impression que le président Boni n'a pas reçu de la part du président entrant la garantie de mesures amnistiantes. Et la vérité veut qu'on dise que c'est cela à terme, me semble-t-il, que l'ancien président recherche. C'est peut-être pour cette raison. C'est peut-être pour cette raison justement qu'il a eu besoin de témoins extérieurs, de personnes de la sous-région capables d'exercer un minimum de pression sur le président entrant pour que des poux ne lui soient pas cherchés dans la tête. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous êtes sûr que cela sera réellement respecté? Mais la première des choses, c'est de savoir ce que veut faire le président entrant. Il a promis qu'il n'y aurait pas d'impunité. Il a promis que la justice ferait librement son travail, que les réformes engagées iraient dans ce sens-là. Donc cette médiation n'a vraiment pas de raison d'être. Alors, a priori, s'il veut tenir cet engagement, et ce sera le choix qui sera le sien, ce sera où je laisse les dossiers aller de l'avant, et la justice libre de faire le travail qui est le sien, quel que soit d'ailleurs le justiciable qui est en face, ou alors de nouveau je mets des entraves et j'empêche que certaines affaires, disons, aillent jusqu'au bout, que certaines procédures aillent jusqu'au bout. Vous voyez un dilemme pour le nouveau président? Et je vois là un choix que devra faire le président Patrice Talon. Et ça va être difficile à faire, selon vous? Ben, je crois que s'il a pris des engagements d'une certaine manière, il aura le choix ou d'avoir donné dans l'hypocrisie ou de les respecter. Mais ce sera d'un entre le respect des engagements pris à l'extérieur et le respect des institutions du pays, et ça va être difficile. Surtout des engagements pris vis-à-vis des Béninois. Oui, et en plus, le pouvoir législatif est indépendant, la justice est indépendante au Bénin. C'est une évidence. Alors, voilà pourquoi je dis, pour lui, il se trouve un peu à la croisée des chemins. Parce qu'il est clair, aujourd'hui, et chacun le sait, qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont pendants devant la justice de notre pays. Et qu'il faudra bien, le moment venu, les vider. Maître Alain Roula, vous êtes un habitué des lieux, vous êtes un homme de la justice. Vous intervenez justement au niveau du barreau de Cotonou. Comme l'a dit Georges Amelon, il y a un certain nombre de dossiers. Mais là n'est pas le débat du jour. Ils sont allés jusqu'à Abidjan pour sceller la paix des braves. Est-ce que vous pensez que les engagements pris seront réellement respectés? J'ignore la nature des engagements qui ont été pris. Il s'agit, ne me cherche pas des pouces sur la tête, naturellement, tout le monde pourrait s'y attendre. Je pense que c'est réducteur que de penser que cette paix des braves, vous l'avez dit, serait tout simplement pour amnistier le président sorti. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient amener les deux hommes à ce Je crois qu'il y a des démarches qui sont de nature à faire croire que les deux sont demandeurs de cette paix des braves, puisque avant même que le président sorti ne se lance dans sa campagne visant peut-être la partition du pays, le président élu, sans avoir prêté serment, s'est rendu au Togo, puis en France pour rencontrer le président Ouattara. Nous ne savons pas ce qui a été dit, mais c'est tout de même curieux, voire suspect, que ce soit les deux qui soient les artisans de cette paix des braves qui se fait sur le dos du peuple béninois. Est-ce qu'on peut dire que c'est sur le dos du peuple? Il n'y a pas, pour l'instant, rien n'est encore fait. Justement, c'est pour ça que j'avance prudemment. Il n'y a pas de crise au Bénin. Il y a peut-être des risques de crise. Seul le président de la République est en droit d'apprécier. Donc je ne pense pas qu'on doive se servir des moyens de l'État pour se réconcilier avec des amis de toujours, frères, ennemis, amis. Ils l'ont confirmé à la sortie de ce conclave. Ce qui oppose les deux hommes, il s'agit d'affaires personnelles, de droit commun, dont l'une a été ponctuée par un non-lieu et un pardon présidentiel, et que le deuxième conflit ne peut être qu'un conflit politique, et on n'a pas à s'excuser d'avoir gagné les élections, à moins que. Les dossiers, il y en a de part et d'autre. Avec tout le respect que nous devons au régime en place, je pense que les deux amis ont dirigé ensemble le pays pendant 7 ans et se tiennent probablement l'un et l'autre. Et je crois que c'est
le fondement de cette rencontre qui aurait pu avoir lieu au Bénin, mais que l'on a jugé... Sous la médiation de qui? Peut-être qu'il n'y a plus au Bénin des personnes. Nous avons eu de graves crises qui ont Mmh. été résolues au Bénin. Oui. Je veux faire référence, par exemple, à la conférence historique des forces vives. On n'a pas eu besoin d'autorités étrangères. Mmh. Maintenant, on déplace le problème à Abidjan, ce qui pose la question de la légitimité des médiateurs. Mmh. Le président Ouattara n'a pas réussi à pacifier son pays. Mmh. Je crois qu'il serait... Nous allons revenir. Qu'il aurait été bien inspiré nous allons revenir sur la qualité. Nous allons revenir sur la qualité dans son propre pays. Nous allons revenir sur la qualité des médiateurs. Également, nous allons revenir sur ça, Maître Alaoura. Mais je passe oui, et je conclus de sorte que j'ai tout lieu de penser, et je ne suis pas le seul, que cette rencontre a été un arrangement entre copains et dont le peuple béninois risque d'être le dindon de la farce. Vous pensez, alors, est-ce qu'à partir du moment où le nouveau président a été régulièrement élu par les urnes, s'il y a vraiment une crise qui mérite une médiation à ce niveau, il est président. En quoi est-ce qu'il se sent obligé de conduire le président Boni Yaye vers des médiateurs externes? C'est bien ce que j'étais en train de dire. Il a été élu. Il n'y a pas de problème au Bénin, il n'y a pas de crise. C'est vrai, on est tous pour la promotion de la paix, même s'il s'agit de paix entre deux individus qui ne sont pas les moindres. Il y en a un qui a été président pendant 10 ans et l'autre qui est actuellement président. Mais il n'y a pas de crise politique, il n'y a pas de risque de conflit armé dans notre pays, Dieu merci, qui justifie une médiation. Et c'est pour ça, une médiation d'ailleurs médiatisée, c'est vrai, mais dont on ignore le contenu. Il n'y a pas de communiqué véritable pour sanctionner. Tout ce que nous avons vu, c'est une deuxième prestation de serment sur le territoire ivoirien. Jean Jamelon a parlé des affaires. Et une promesse. Donc ça ne peut concerner que les affaires judiciaires et autres affaires qui sont dans tous les camps. Et qui ne peuvent être que dans tous les camps parce qu'il est constant. Oui, mais à partir du moment où Patrice Talon est président de la République aujourd'hui. Et non contesté du président actuel, qu'il a été proche de l'exercice de ce pouvoir. Il ne le nie pas. Donc les deux se tiennent probablement d'une certaine façon. Je rajoute, et vous allez comprendre, que rien n'obligeait le président Yaye à pardonner, si ce n'est sous la pression amicale du président Hollande et du secrétaire de la francophonie, des autorités, je vais dire, un peu plus charismatiques. Rien ne l'empêchait d'empêcher le retour du président Talon, qui avait déjà officiellement annoncé ses intentions de briguer la magistrature suprême, ce qui est présenté comme n'ayant jamais été du goût du président sorti. Je dis qu'il y a anguille sous roche et que l'expression et la manifestation de cette complicité d'aujourd'hui cache probablement un jeu vous pensez que la succession des faits est trop bizarre, c'est ça? Vous pensez qu'il y a un montage? Une chose est certaine, de tout ce qui se passe? Une chose est certaine, nos deux présidents ont été par le passé des complices. Ils ont été des amis très proches. Ils ont été des amis. Par la suite, ils ont été des ennemis. Ils ont été des complices. Je ne sais pas s'ils ont été des ennemis. Il y a eu une mésentente. Donc vous pensez comme certains journalistes qui le disent dans la presse béninoise que c'est comme s'il y a un montage pour que le président Talon succède naturellement et normalement au président Boni Yaye. Je ne suis pas doué pour les spéculations. Moi, je pars des faits et je tire les conséquences de ces faits. Quand on dit qu'on a été complice et qu'on s'est perdu de vue pendant 2 années sur fond d'affaires, judiciaire comme autre, et qu'on se retrouve aussi facilement au lendemain de l'élection du président. Les deux hommes ont pardonné, ce sont de grands hommes, ils ont pardonné. Ils ont pardonné, quel besoin avons-nous encore d'aller à Abidjan? On efface l'ardoise. Il y a déjà eu un premier pardon exprimé par le président de la République, il y a eu un pardon judiciaire, même si le dossier de la tentative d'empoisonnement se poursuit à Paris. Il y a eu une rencontre le 6 avril. Je ne vois pas la nécessité d'aller encore à Abidjan. Si on va à Abidjan, pour sceller une paix des braves. Le petit mathématicien que je suis parle de récurrence. Ça veut dire que cette paix des braves n'est toujours pas sincère. C'est qu'une hypocrisie. Georges Jamelon, est-ce que vous le pensez également comme certains confrères au Bénin qui pensent que la succession des faits dans cette histoire, dans l'amitié, l'amour entre Patrice Talon et Boni Yaye, la succession des faits depuis 2012, aujourd'hui donne l'impression comme si c'était un montage
pour passer la main à Patrice Talon à la tête du Bénin? Je ne crois pas du tout à ce type de spéculation. Disons que la violence de l'opposition a été telle qu'on peut difficilement parler d'une entente ou, je ne sais pas, d'une pièce montée. En réalité, il suffit même de regarder de quelle façon le président Boni Yayi a enclenché la fuite en avant dès l'instant où il s'est rendu compte que Patrice Talon était véritablement candidat et avait des chances de l'emporter. La fuite en avant, elle a été constante, comme s'il redoutait véritablement de voir cet homme arriver au pouvoir. On a vu quel type de campagne il a mené. Les mots qui étaient utilisés n'étaient pas vraiment des mots recommandables. De son candidat Lionel Zinsou. Le candidat lui-même n'a jamais été à ce niveau de virulence. On a vu de quelle façon il a recherché constamment. Mais tout cela peut être de la comédie, selon certains. Ça peut être un film bien joué, bien monté. Je n'y crois réellement pas. Et ce qui est arrivé après le 6 avril, le prouve encore, la fuite en avant a continué. Ça a été une sorte de si vous ne m'accordez pas ce que je veux, je vais rendre le pays ingouvernable. Et ces paroles, on les avait déjà entendues par ailleurs. Vous pensez qu'on lui a accordé ce qu'il voulait? Je ne suis pas sûr qu'on le lui ait accordé, mais je pense qu'on l'a apaisé sans doute. La suite nous le dira. Moi, je reste convaincu que chacun a essayé de faire bonne figure. Déjà le 6 avril, mais ensuite, rappelez-vous que le 6 avril, même dans l'entourage du président Talon, on spéculait sur la question de savoir si oui ou non les deux hommes allaient se rencontrer. Ensuite, il y a eu cette rencontre d'Abidjan dont nous parlons là, et je suis convaincu que c'est justement là qu'il y a encore une bonne part de comédie. En vérité, les uns et les autres savent très bien ce qu'est l'exercice du pouvoir. Ils savent que l'un et l'autre sont tenus par des engagements. L'un est sorti, il sait qu'aujourd'hui il n'a plus le pouvoir d'agir véritablement par rapport à celui qui est en place. Celui qui est en place sait qu'il a pris des engagements, qu'il a promis un certain nombre de choses aux Béninois et qu'on l'observera, qu'on le jugera sur ses actes. Alors à partir de ce moment, se réconcilier est une chose. De faire à la face du monde preuve de bonne volonté, de grandeur d'âme, c'est une chose. Mais après, il faudra agir. Et c'est là que chacun d'entre nous attendra pour voir si cette réconciliation est vraiment franche ou si dessous il reste beaucoup de choses. Et notre ami disait une chose tout à l'heure qui me semble particulièrement importante. Les affaires, elles existent dans les deux camps. Tout à fait. Et c'est là aussi où il faut attendre le nouveau régime. Est-ce qu'on laissera à la justice le soin d'examiner toutes les affaires, de façon indépendante, celles qui concernent ou qui peuvent impliquer l'ancien président, comme celles qui peuvent faire ressortir le dossier concernant le nouveau président. Si à ce moment-là, la justice peut agir en toute indépendance, on saura que le nouveau président tient ses engagements. Mais Dieu sait que la justice fonctionnant en toute indépendance et en toute équité gênera bon nombre de gens dans ce pays. Alors, je reste avec vous, Georges Amelon. Saint-Hermance, le second invité avait déjà commencé par parler du sujet. Certains pensent que le casting des médiateurs n'était pas bien fait. Les présidents ivoiriens et togolais ont suffisamment de crises en interne chez eux pour être les bons médiateurs. C'est votre avis? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans la sous-région, ils apparaissent comme des figures de proue. Ils sont les plus anciens, en plus. Et ce sont des personnes qui sont aujourd'hui, avec le président Macky Sall du Sénégal, incontournables dans la sous-région. Surtout dans la sphère francophone, en plus. Dans la sphère francophone en particulier. Et la vérité veut que s'il y a des risques de tension dans la sous-région, on fasse appel à ces personnes-là. Mais la vérité nous oblige à dire aussi que peu d'entre nous croient véritablement que ce sont les personnes les plus recommandables pour régler un problème de ce genre-là. Maintenant, il faut bien se rendre compte aussi qu'à l'interne, le médiateur par excellence n'existe plus.
Mais il existe, c'est bien évidemment l'ancien ministre Dion-le-Fond. Je dis le médiateur, je ne parle pas du médiateur institutionnalisé, je parle du médiateur par excellence, tel qu'a pu l'être les monseigneurs de Souza, par exemple. Mais l'Église catholique est toujours le cardinal Ganti, Ganti. Mais la vérité nous oblige aussi à dire que le pouvoir qui s'en va a tant et si bien perverti les institutions, celles formelles comme celles informelles, il les a si bien perverties qu'on ne trouve plus de personnes suffisamment crédibles pour s'élever à la hauteur de ce type de débat-là et imposer aux uns et aux autres de s'asseoir et d'entendre la parole ou le message qu'il est capable de proférer. En vérité, si vous êtes capable aujourd'hui de me citer un nom qui soit capable de faire ça dans ce pays, faites-le. Il y a des chefs de culte traditionnels. On les connaît aussi bien catholique, on les connaît aussi bien de la religion musulmane. On les connaît aussi bien les uns que les autres. Et aujourd'hui, aucun d'entre eux ne s'impose comme une figure respectable pour l'ensemble des Béninois et a fortiori pour ceux qui nous ont dirigés. L'ancien président et le nouveau président. Alors, Maître Alain Roula, le casting des médiateurs. Vous avez justement commencé par critiquer ces médiateurs. Vous maintenez votre position? Je ne les critique pas, je constate qu'ils ne sont pas parvenus à régler ces problèmes à l'interne. Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi, c'est vrai. Et je suis aussi, ils vont réussir à régler le problème béninois. Et je suis aussi d'accord que les cordonniers sont peut-être les plus mal chaussés. Ceci étant, moi je ne pense pas que notre pays manque de ressources et d'autorités suffisamment légitimes pour apaiser les tensions, si tensions politiques il y a, ce qui est contesté. Voyez-vous, moi je voudrais en peu de mots aborder les vrais problèmes. J'ai commencé par dire que c'est réducteur que de penser que le président Yahi serait à la recherche d'une amnistie. Une amnistie, c'est une loi. Et pour que cette loi soit votée, il faut le concours du Parlement. Donc, on ne peut qu'influencer le président Talon dans son pouvoir de déclencher les poursuites judiciaires ou de faire mal. On sait que le président de la République a beaucoup d'armes. Toutes les manettes, justement, entre les mains. Maintenant, on le sait discret, je vais parler du président Talon, quel besoin y a-t-il de médiatiser et de théâtraliser cette réconciliation? Est-ce que c'est lui qui a médiatisé? C'est peut-être le pouvoir ivoirien, puisque la presse béninoise n'avait pas été associée justement à ce déplacement. Et c'était une visite, c'est à la suite d'une visite privée que la rencontre a eu lieu. Je constate que les médiateurs, ce sont les présidents Faure, Yacine et le président Ouattara, qu'ils ont été visités par le président Talon, qui est allé voir le président togolais avant sa prestation lors d'une visite privée. Et qui est allé voir. Est-ce que quand on s'entretient, on sait ce qui est privé de ce qui est public? Il n'y a pas de communiqué. Et même s'il y avait des communiqués, on en douterait. Donc je pense que l'initiative a été prise par le président Talon et que la rencontre a eu lieu. Je ne vais pas mâcher mes mots. Les deux, et seuls les deux, savent ce qui les oppose et ce qu'ils s'arrangent pour obtenir. Peut-être que le président Yahi, qui ne réussira certainement pas à diviser les Béninois, même s'il continue cette campagne abjecte dans le nord du pays, c'est peut-être pour rappeler à son coéquipier, moi je le dis, avec tout le respect que je dois au président de la République, les engagements peut-être personnels qui ont été pris. Parce que nous n'avons pas de crise politique, nous n'avons pas de risque sérieux que le pays s'enlise. Nous constatons tout simplement, et je suis d'accord pour que l'on fasse la promotion de la paix, une volonté d'apaisement et, je vais dire, de collaboration entre les deux hommes et peut-être ceux qui les soutiennent de manière irréductible. Je pense que, quelles que soient les bonnes intentions qui animent ces rencontres et ces réconciliations, entre guillemets, auxquelles j'ai du mal à croire, il faut qu'il y ait une véritable rupture également dans les méthodes. C'est-à-dire que le président Talon a été élu pour conduire le Bénin. Il n'est pas là pour mettre en priorité des problèmes avec un autre homme, fut-il ancien président. Oui, mais vous l'avez dit, il y avait des tentatives justement de déstabilisation. Donc, je n'ai pas dit qu'il y a des tentatives. Oui, je pense mais que des prises de position de l'ancien président de sa position se met, demande que le président actuel dans l'illégalité. Se met dans l'illégalité parce que après les élections, il n'y a plus de campagne. Et que si quelqu'un
subtil, ancien président, continue sa campagne, il y a des manières de le rappeler à l'ordre. Oui, on n'a nul besoin d'aller à Abidjan. Pour un ancien président, il ne faut pas être un peu complaisant, il ne faut pas quand même se donner un peu de temps. Si la rupture veut s'accommoder de la complaisance, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais je dis en réalité, il faut bien dire une chose, c'est que si nous devrions faire tomber le couperet de la loi, comme vous dites, il faudrait tout simplement ordonner des poursuites. Quand cet ancien chef de l'État qui se met dans la position dont vous parlez, et quelles seraient les conséquences de façon pratique? Je suis convaincu que la plupart des Béninois se mettraient aussitôt à parler de chasse aux sorcières. On parlerait aussitôt de règlement de compte. Je pense que de façon stratégique, le président Talon a besoin, à l'étape actuelle, peut-être aussi d'apaisement. Je suis bien d'accord avec vous. Quitte à peut-être ensuite faire preuve de beaucoup plus de fermeté. Peut-être qu'il lui faut passer l'étape de la recherche de l'apaisement avant de pouvoir dire, voyez-vous, j'ai fait ce que j'ai pu, là je ne peux plus supporter. Aller plus loin, il vaut mieux que je verse mon autorité. Je ne suis pas extrémiste, je n'ai pas dit qu'il fallait faire le recours systématique à la loi. Je dis que le président Yahya Boni, par sa campagne, se met en marge de la loi. C'est une évidence, nous sommes bien d'accord là-dessus. Et il y a beaucoup d'autres manières de régler ce problème. On n'a pas forcément besoin de déclencher des poursuites, mais on n'a pas non plus besoin, rien que pour ça, de se rencontrer à Abidjan. C'est vous dire que cette rencontre à Abidjan cache autre chose, dont nous n'avons peut-être pas la maîtrise, que la volonté de pacifier notre pays qui n'est pas en crise, que la volonté de réconcilier deux individus dont l'un n'a, à ma connaissance, plus aucune influence sur la gestion du pays bénin. Merci, Maître Alain Roula. Merci, Georges Jamelon. Madame, monsieur, ce sera tout pour notre premier sujet de ce jour. Notre deuxième débat porte sur le Soudan du Sud, où le retour de Riek Machar à Djouba est reporté s'il est dit pour des raisons logistiques, selon de ses porte-parole. Mais pourquoi le chef des rebelles sud-soudanais met-il tant de temps à revenir dans la capitale? Ces reports répétitifs ne mettent-ils pas en péril l'accord de paix d'août 2015? Nous lançons le débat après cette virgule. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Angle de vue, Maître Alain Roula. Ce report s'il est dit du chef des rebelles sud-soudanais, est-ce que selon vous, cela ne cache pas des sous-entendus, des choses plus graves? Ça ne cache rien du tout, puisque l'accord conclu en août 2015, énième accord, était déjà en péril. Le vice-président ou l'ex-vice-président redevenu vice-président avait déjà dit très clairement qu'il fallait avant tout le départ du président Salva Kiir. Donc tout a été mis en œuvre, les conflits ont continué, les exactions ont continué, la famine sévit, même la partition du Soudan n'a pas réglé, n'a pas apaisé les tensions qu'il y a dans la région. Donc, oui, mais là on dit qu'il faut partager le pouvoir. On le ramène vice-président et l'autre. Riek Machar ne veut pas partager le pouvoir, il veut le pouvoir. Il veut être le chef du Soudan du Sud et tout est mis en œuvre pour qu'il y parvienne. Donc les accords ne seront pas respectés. Sans compter, et ça c'est fondamental, que cet homme joue sa survie, tout simplement, parce que il ne va pas être évident pour lui de survivre à Djouba sans ces hommes, et je crois que c'est ce qui... C'est ce qui pose actuellement problème. Il veut venir à Djouba avec 200 militaires, 200 soldats. Ces deux hommes, il faut que sa sécurité soit assurée. De loin, c'est possible, mais dans l'antre du loup, c'est un peu plus compliqué. Donc on met aussi d'autres complications en avant pour ne pas aboutir à ce partage du pouvoir, un pouvoir qui ne se partage pas quand on sait qu'on a affaire à des chefs de guerre. Donc, à votre avis, cet accord ne sera jamais respecté dans ces conditions? C'est pas évident. Tout le monde sait que c'est un accord hypocrite, mais c'est un bel effort dans le sens de la paix. Seules les armes parlent au Soudan. Dans ces conditions, Salva Kiir va dire qu'il a tout fait et que c'est Riek Machar qui ne veut pas la paix aujourd'hui, puisqu'il a fait les concessions qu'il fallait faire. Il n'a pas fait toutes les concessions. Mais il a accepté de donner la vice-présidence. Les 200 soldats. Mais c'est difficile quand d'être président et d'accepter des rebelles dans la capitale. Donc il n'a pas fait toutes les concessions. Lui-même sait que le pouvoir ne va pas se partager. Et que si les concessions ont été faites, c'est forcément sous la pression des armes. L'autre est un chef de guerre, il sait très bien à quoi s'en tenir. Je crois qu'il pousse jusqu'à la rupture de
ce mot qui revient beaucoup plus aujourd'hui à la page sur le continent africain. Alors, Georges Amelon, vous pensez également que l'accord de paix d'août 2015 est tempéré au sud du Soudan? Il faut tout de même se souvenir de ce qui est à l'origine de la guerre au Sud-Soudan. C'est d'abord l'opposition de ces deux hommes. Opposition irréductible qui a débouché sur un conflit armé. Tout à fait. Et un conflit armé qui aura été particulièrement violent. Je ne sais pas à quel moment on pensera l'ensemble de ces blessures. Et ensuite, on a trouvé le moyen de conclure un accord de paix. Mais chacun d'entre nous sait qu'avec constance, depuis l'année dernière, cet accord de paix a été violé. Il n'y a pas eu un mois où il n'y ait une action qui viole d'un côté ou de l'autre l'accord qui a été conclu sous l'égide des institutions internationales, d'accord, mais les deux parties au conflit n'ont pas laissé la moindre part à la réussite, me semble-t-il, de cet accord. Aujourd'hui, on essaye d'arriver à l'étape ultime, de les faire cohabiter à nouveau. Et les faire cohabiter c'est vraiment faisable, oui. À Djouba, dans le fief de l'un des deux. Oui, il y a des protagonistes, ouais, voilà. Eh bien, écoutez, je serais à la place de Riek Machar, j'aurais exactement la même réaction. Celle de dire, dans les circonstances actuelles, ma sécurité n'est pas garantie du tout. Il a demandé de revenir à Djouba avec un certain nombre d'hommes, avec un certain type d'armement, en sachant très bien que l'accord de paix lui interdit justement ce qu'il demande. Ce qui signifie tout simplement qu'il n'a pas véritablement l'intention de respecter tous les termes de cet accord de paix, parce que c'est un accord de paix qui pour lui est un véritable piège. Alors, je ne sais pas si à sa place... Au début, Salva Kiir ne voulait pas signer. Et oui, bien au sûr. début, il s'était senti justement vainqueur de cet accord de paix. Il a poussé Salva Kiir à signer. Et la réalité c'est celle-ci, c'est que Salva Kiir a accepté de signer en sachant très bien qu'on demandait, comme le disait Maître Roula tout à l'heure, à son adversaire de venir dans l'antre du loup. Voilà. À partir du moment où Salva Kiir a son ennemi à disposition, il est bien plus normal pour lui, il est tout à fait normal qu'il accepte de signer. Il se trouve à ce moment-là en position de force. Mais je ne suis pas sûr que Riek Machar soit suffisamment naïf pour venir se livrer. Alors, dans cette situation, dans ces conditions, quelle solution vous voyez pour régler cette nouvelle crise? Parce que, qu'on le veuille ou non, Riek Machar ne viendra pas à Djouba dans ces conditions. Il ne viendra pas les mains vides. Vous savez, il y a beaucoup de conflits qui s'éternisent justement pour les mêmes raisons. Rappelez-vous le conflit angolais. Rappelez-vous le nombre de médiations qu'il y a pu y avoir. Rappelez-vous qu'il y a même eu partage du pouvoir. Le conflit ne s'est achevé qu'avec la mort de Savimbi. Tout à fait. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, tant que Riek Machar et Salva Kiir, en tout cas, tant que l'un des deux seront c'est pas évident, armés tels qu'ils le sont et chacun en position de force, sans que d'un côté ou d'un autre, les forces extérieures soient suffisamment coalisées pour réduire à néant le camp d'en face, je ne suis pas sûr que nous parvenions à la paix au Soudan du Sud. Maître Alain Roula, c'est votre avis. Quelle solution vous voyez pour régler cette crise? C'est une nouvelle crise dans cet accord de paix qui n'est jamais mis en application. Une nouvelle crise, ça veut dire qu'on n'aura jamais cette paix au Soudan point du Sud. où nous en sommes, je dirais que c'est tout simplement un épiphénomène ou un petit incident de parcours dans cette volonté constatée de part et d'autre de ne pas aller vers la paix. De ne pas aller vers la paix, sans que l'autre ne disparaisse. Chacun de ces deux adversaires, comme je l'ai dit, sont dans des positions irréductibles et l'un a besoin de tuer l'autre pour prendre le pouvoir, pour exister. Je fais observer au passage que, en dépit de cette partition, il semblerait d'ailleurs qu'il y ait des expéditions pour déstabiliser le Soudan d'Omar el-Béchir et que la région du Darfour soit aussi un petit gâteau convoité de part et d'autre. Donc rien dans les appétits que nous observons sur le terrain ne permet de penser que nous pourrions parvenir à une paix, même à une paix des braves, sans que l'un des deux n'ait disparu, comme l'a dit Georges Amelon. C'est dommage, mais ainsi va l'Afrique. Madame, Monsieur, c'est tout pour notre deuxième débat de ce jour. À présent, voici un nouveau point de l'actualité sur le continent africain, avant la troisième partie.
En République démocratique du Congo, la police a dispersé ce mercredi à Lubumbashi quelques 5000 opposants hostiles à un troisième mandat du président Joseph Kabila ou à un report de la présidentielle. Rassemblés aux abords du siège provincial de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, ils ont scandé tous en swahili « Kabila doit partir, venez nous tuer, nous sommes fatigués du régime ». Au Mali, un des 4 collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge kidnappé depuis le week-end dernier dans la région du Kidal a été libéré. Selon les informations du CICR, ces collaborateurs sont détenus dans des conditions acceptables, ne sont pas torturés et n'ont pas subi de sévices corporels. Le déroulement des faits a été confirmé par la famille du travailleur libéré. Enfin, au Soudan du Sud, l'arrivée du chef de la rébellion, Riek Machar à Djouba, a été à nouveau retardée. Ce retard serait notamment lié à la difficulté d'obtenir une permission de vol pour le chef d'état-major de la rébellion. Du côté du gouvernement, le ministre de l'Information indique que Riek Machar aurait demandé à venir avec 200 soldats et de l'armement supplémentaire en violation des termes de l'accord de paix. Nous sommes de retour sur le plateau de Sika, à présent notre troisième sujet du jour qui porte sur le Gabon où le président Ali Bongo est face à un nouveau dilemme. Joyce Ondo, résident en France au nom de sa fille Amissa, a signé le président Ali Bongo en reconnaissance de paternité. Si pour le moment on parle officiellement d'affaires privées dans le pays, il faut avouer que cette affaire qui éclate à 4 mois de la présidentielle au Gabon pourrait vraiment indisposer l'homme fort de Libreville. Nous lançons le débat après cette virgule. Cette émission se poursuit avec mes invités, Georges Amelon, journaliste et analyste politique au Bénin, et Maître Alain Ouroula, qui est avocat au barreau de Cotonou. Georges Amelon, je reste avec vous à 4 mois de la présidentielle au Gabon. Dites-moi quel impact cette nouvelle affaire pourrait-elle avoir sur la carrière politique du président Ali Bongo? D'abord, personne ne peut nier qu'il s'agit effectivement d'une affaire privée. C'est une affaire qui se déroule entre le président de la République gabonaise et une dame qui aurait été sa maîtresse et qui, de ses œuvres, aurait conçu une fille. Alors, le problème, c'est que le président de la République se trouve être également un homme public. Et que par conséquent, quand une affaire de ce niveau-là intervient, il est obligé d'y faire face sous les regards de la presse, des médias internationaux. Oui. Et la grande gêne dans cette nouvelle affaire vient de ce que un test de paternité entraînerait nécessairement pour le président Bongo le fait d'aller remettre entre les mains des spécialistes son ADN. Or, on sait tout ce que les gens veulent faire. Qu'il y a déjà derrière la, disons... cette histoire de son ADN, justement, il y a d'autres... il y a déjà le problème de filiation réelle entre lui et son père, Omar Bongo. On peut comprendre à ce moment-là que le président gabonais hésite. Il est dans un vrai dilemme. Il se trouve dans un dilemme incontestablement, parce qu'à partir du moment où il aura remis à des spécialistes son ADN, l'exploitation pourra en être faite de façon tout à fait libre. Et si il se trouve que les problèmes de filiation, il les redoute, la difficulté pour lui à prouver qu'il est le fils d'Omar Bongo, si cette difficulté est réelle, eh bien, il lui sera à l'évidence compliqué de faire face à cette nouvelle demande. Vous le dites, dans quelques mois, il y aura cette présidentielle. Et cette présidentielle, justement, remettra sur le tapis le problème de sa filiation de façon incontestable. Oui, mais est-ce qu'il est obligé de se soumettre à ce test de paternité? Nous sommes en Afrique. Il peut dire, bon, un enfant, c'est un enfant. Donnez-le-moi. Il se trouve que s'il devait faire cette démarche, il aurait dû la faire avant. Oui, la procédure. Il a été surpris, peut-être qu'on ne l'a pas consulté avant que l'affaire ne sorte. Oui, mais la presse. procédure est engagée. Et vous le savez très bien, une fois qu'une procédure de ce genre est engagée, vous ne pouvez pas la désamorcer. On peut demander à régler à l'amiable. Bien sûr. Ces avocats peuvent régler à l'amiable. C'est bien possible. Il se peut que la mère elle-même décide, bon, qu'elle ne veut pas
continuer. Mais Maître Oumla nous le dira, une fois que la justice est saisie, surtout la justice française, elle est libre de continuer ses investigations. Maître Alain Oumla. Oui, au-delà, même si l'on pense que toutes ces affaires sont mues par la politique, je voudrais rappeler que les intérêts privés ne sont pas moindres, parce qu'il y a une querelle de succession. La succession du président Omar Bongo Ondimba n'est pas rien, et que ce deuxième coup de semonce vient après celui de sa propre sœur supposée, qui doute de la qualité d'héritier d'Ali Ben Bongo, du président Ali Ben Bongo, et de ce qui doit lui échoir de la succession de son père. Donc, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de savoir si cette fille, Amissa Albertine, est véritablement la fille du président Ondimba ou pas. Le tribunal le dira. Le tribunal pourra ordonner une expertise génétique à laquelle le président peut que le président peut esquiver en reconnaissant effectivement sa paternité. Tout simplement pour régler le problème. Mais africain. ce qui est plus dangereux, c'est ce que dit la requérante. Elle dit d'abord qu'elle était au lycée lorsque la chose se serait passée, aller voir son âge à ce moment-là, donc l'implication pénale que le dossier pourrait avoir sur cette question. Elle parle d'avortement. S'il n'y a pas eu de prescription entre-temps, il y a des risques de prescription, mais il y a aussi des faits pour suspendre la prescription. Donc il y a ce premier problème. Elle parle de menaces, de pression, puis de menaces qui l'obligent aujourd'hui à faire cette action. Donc je pense qu'il y a peut-être des dommages collatéraux qui pourraient résulter de l'implication ou des implications pénales que l'on peut avoir à utiliser dans ce dossier. Au-delà de là également, je pense que cette action en recherche de paternité, qui en réalité vise à disqualifier le président en exercice, non seulement, oui, en exercice, non seulement de la course à la nouvelle présidentielle, mais aussi de la part du lion qui se taille dans l'héritage. Imaginez que cette fille soit reconnue, avoir des liens de sang avec le président Bongo, ce qui réduirait la portion des autres demi-sœurs et demi-frères. Pas nécessairement, c'est l'enfant de Ali Bongo, donc cela n'aura pas... N'oubliez pas que les premières actions où l'on cherche des expertises génétiques résultent de ce que il y a une sœur qui dit, celui-là n'est pas le fils de mon père. Moi, je suis sa sœur, donc il ne peut pas se tailler la part du lion, je veux tout. Oui, mais à partir du moment où le père est encore en vie, si jamais ce problème se posait, il peut régler le problème d'héritage. Mais là n'est pas encore le problème, puisque rien n'est encore... Non, je parle de l'héritage. Vient de ce que, disons, l'enjeu est double. L'enjeu est politique, d'une part, mais c'est aussi familial et successoral. Les prochaines élections, mais l'enjeu est également successoral. Au plan de la famille, que représente Ali Ben Bongo aujourd'hui au sein de la famille Bongo? Est-il un fils véritable ou est-il un usurpateur? La question se pose en ces termes-là. Ça, c'est une grosse préoccupation. Alors, je reste avec vous, Georges Armand. Comment est-ce que vous expliquez cette facilité et cette fréquence qu'on observe au niveau de la justice française à poursuivre ou à initier des affaires contre les dirigeants africains? Est-ce que ce n'est pas une autre pression, un moyen de maintenir la pression coloniale? Écoutez, je crois que nous offrons largement, nous prêtons largement le flanc à ce type d'emprise. En quoi faisant? Personne ne nous Parce que les présidents africains sont quand même des présidents de leur pays. Et oui, et ce sont des pays indépendants. Ali Bongo, c'est le président de la République. Personne n'a demandé... Je n'ai pas souvenance qu'il y ait eu des affaires contre les présidents français dans oui, mais personne n'a demandé. Personne n'a demandé aux présidents béninois, gabonais ou africains de façon générale, personne ne leur a demandé de souscrire ou d'aller signer l'accord sur la Cour pénale internationale. Accord qui, je vous le rappelle, n'a jamais été signé par les États-Unis ou d'autres puissances de ce genre-là. Alors, si vous acceptez de vous lier les mains, vous en subissez les conséquences. De la même manière, personne ne demande à nos chefs d'État d'avoir la double nationalité. Alors, à partir du moment où vous avez la double nationalité, vous acceptez également de répondre devant des tribunaux qui ne sont pas forcément ceux de vos pays. Et c'est de la même manière que nous acceptons des traités ou des accords internationaux qui permettent à la justice
d'un autre pays de connaître de ce qui se passe chez nous. À partir du moment où vous renoncez vous-même à une part de votre souveraineté, vous devez accepter également que la justice étrangère s'occupe également. Nous devrions nous étonner de constater que ceux qui sont les inspirateurs de ces différentes lois, traités et autres conventions internationales, eux, ne poursuivent jamais le processus jusqu'au bout. Il arrive toujours un moment où ils s'abstiennent de signer. Maître Alain Roula, ils ont sans doute des raisons. Comment est-ce qu'on peut vous expliquer cette facilité pour la justice française de poursuivre les dirigeants africains? Hier, c'était tel président, aujourd'hui, on parle d'Ali Ben Bongo. Pourquoi cette facilité? Je partage avec Georges Amelon les explications qui ont été fournies, quand bien même moi je m'inscris en faux contre votre affirmation. C'est un constat. L'histoire des biens mal acquis, c'est là on a poursuivi les présidents africains, des dirigeants africains. Ce n'est pas l'État, mais c'est la justice française. Ce n'est pas l'État français qui saisit la justice, c'est des particuliers. Là, c'est une dame gabonaise vivant en France qui saisit la justice française, qui en a pleinement compétence. La justice française pouvait dire allez saisir la justice de votre pays. Non, 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 les règles. Écoutez, la France doit protection à tous les citoyens et tous les résidents. Donc c'est une action en recherche de paternité. Si le pantalon présidentiel n'était pas passé dans les parages, la justice n'aurait pas à se prononcer sur la question. Donc ça, c'est privé. S'agissant des biens mal acquis, ben, c'est sur plainte d'une association et d'une ONG internationale que la justice a été saisie. Et quand elle est saisie, elle est obligée d'aller au fond de l'affaire, sinon ce serait un déni de justice. Je constate qu'au contraire de votre affirmation, les relations diplomatiques et les relations amicales entre les uns et les autres amènent très souvent le gouvernement français à ralentir le cours de la justice, ou en tout cas à tenter de freiner les élans là où il le peut de la justice. Et je pense que le Gabon a particulièrement bénéficié de cette indulgence depuis mon père jusqu'au fils et peut-être jusqu'au Saint-Esprit. Merci chers invités, merci Maître Alain Roula, merci Georges Amelon, madame, monsieur. C'était 45 minutes de décryptage de l'actualité sur le continent africain à travers votre émission Angle de vue. Merci de nous avoir suivis. L'actualité et l'information se poursuivent sur Sika et sur www.sikatv.info.